jusqu'à minuit 30. L'After Foot. Intégral Euro. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot évidemment. L'After est là, premier podcast de France, première radio de France, de 20h à minuit, votre espace de liberté à vous les supporters. Et oui, l'Euro se termine ce soir avec une victoire éclatante de l'Espagne. Nous sommes là jusqu'à minuit et demi et puis ensuite la libre antenne prendra la suite jusqu'à 1h30 du matin. Je me permets d'accueillir en premier ce soir le King of Europe, le rey des Europa. La Ligue des Champions, l'Euro, messieurs, dames, Fred Hermel. Et dans la bonne Espagne, il faut dire bravo l'Espagne. L'équipe c'est la seule équipe qui nous a vraiment chanté pendant cette période. À gagner, ça fait plaisir. Voilà. Daniel Riolo est là, salut Daniel. Bonsoir les amis. Florent Gautreau également, salut Florent. Salut à tous. Vous avez vu comme il fait le blasé, Fred, là? Non. Vas-y, cache ta joie, je sais pas moi. Non, mais je suis épuisé, mais c'est long. Mais vous savez, moi j'ai placé le Real jusqu'au bout, l'Espagne jusqu'au bout. Non, mais je suis content parce que. Tu vas te calmer avec les jeux ou tu vas te prendre ça, mais une raclée. Franchement, ils sont au jeu les Espagnols. Franchement, moi je vais être très honnête, j'y croyais pas du tout. Alors après quelques matchs, oui, mais avant. Franchement, quand tu regardes. Dès le premier match, tu as été un peu rassuré. Oui, le premier match, mais quand tu regardes le nom, quand tu regardes le nom des joueurs sélectionnés, tu te dis, cette Espagne, moi j'ai toujours dit que c'est une équipe qui ne pétait pas plus haut que son cul. Moi j'aime bien le. Bon, après cette petite introduction sympatoche. Oui. Ah oui, c'est les 3 points. Faisons les 3 points. Ah oui. C'est la tradition. Ah oui. Allez, jingle. C'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Le premier point, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le jeu récompensé dans cet Euro. Plus globalement, depuis que l'Espagne en 2008 a fait sa révolution du jeu, c'est le meilleur football au monde, le football espagnol. Et c'est un football technique, c'est mon point 2. Le football technique gagne. Et je pense que ça nous fait tous plaisir. Et puis le point 3, sur ces Anglais qui vont jamais y arriver. Pourtant, ce soir, on pourrait parler du déficit collectif, mais individuellement, ils ont tout donné. Ils ont été à la bagarre, ils ont fait comme d'habitude en étant menés, en revenant. Donc je voudrais également les féliciter, eux les joueurs, plus que l'ensemble et ce qui a été mis en place, qui est mauvais d'un point de vue collectif. Mais ils se sont battus comme des chiens, j'ai trouvé, mais ils sont en dessous. Florent. Moi, j'ai 3 points. Bonheur, loser, frayeur. Bonheur de voir l'Espagne gagner. 15 buts marqués. 4e championnat d'Europe, quand même. Tous les matchs sont gagnés. Tous les matchs sont gagnés. Puis des buts. Jamais personne n'a fait ça. 15 buts marqués, c'est quand même à noter. La France en 84 a gagné tous ses matchs. Ouais, j'imagine. Personne n'a fait ça. Ouais. La France avait gagné tous ses matchs. Ouais. 84. Ah bon. Oui, il y avait moins de matchs parce qu'il y avait la France. Le 14 juillet, Ah oui, il y avait moins de matchs. Il y avait moins de matchs. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas de 8e. Ouais, enfin. Non, mais c'est ça. Non, mais ils ont gagné tous leurs matchs. Oui, non, mais j'avais personne à gagner 7 matchs. C'était demi-direct. Voilà, et j'avais personne à gagner 7 matchs. Là, les 7, c'est comme quand tu joues la Coupe du Monde, t'en as pareil. Et je rajouterais dans mon premier point au bonheur espagnol, par rapport à la technique dont parle Daniel, évidemment, c'est ça qui est récompensé ce soir. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais eu un petit goût amer, le collectif. Alors, pour des raisons très différentes de l'Italie, qui n'avait pas le même jeu il y a 4 ans, enfin 3, c'est aussi un collectif. C'est-à-dire que les buteurs se partagent, Rodri sort et le milieu et Zubimendi entre. Tu sais que c'est une constante dans l'Euro. Dans l'Euro, je suis d'accord. Dans l'Euro. Mais je pense que ça devrait être une constante dans le foot. Oui, dans les tournois. Mais c'est une particularité. Si tu penses à la Grèce 2004, l'Italie d'il y a 3 ans, l'Espagne, quand elle a gagné en 2008-2012, c'était également un magnifique collectif. Des collectifs où, si tu sors un ou 2 joueurs, tu le remplaces, normalement, ça continue à tourner. Et c'est un peu le cas, on l'a vu avec Rodri. Regarde, qui n'a pas eu peur Pour moi, ce qui aurait pu être le tournant, c'est Rodri. La sortie de Rodri à la mi-temps, ça n'a pas été le cas. Zubimendi est un bon joueur, mais lui aussi, il a monté son niveau. Mais Rodri, bon, tu vois, on peut... Rodri, c'est le meilleur à son poste. Top player mondial. Et Zubimendi fait une très bonne rentrée. Et à côté de lui, Fabien Ruiz a disputé un Euro de classe mondiale. Et d'ailleurs, Zubimendi, au passage, en dehors du travail défensif, il s'est projeté très vite. Donc, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est... Non, mais ça, il fait ça à la Real Sociedad aussi. Oui, mais c'est l'idée de pas de crainte, on y va, on avance. Bon, bref, le deuxième, c'est l'Angleterre. Limité quand même, parce que Daniel, tu dis oui, ils ont tout donné individuellement, mais quand tu n'as pas de circuit de passe, quand tu n'as pas de jeu collectif, à un moment donné, c'est un peu compliqué, à part faire rentrer tes attaquants, les petits jeunes. Je note quand même que lui, le sélectionneur anglais, sort Kane, ce que les Portugais et les Français n'ont pas su faire avec leur star. Et puis enfin, le dernier, ça n'a rien à voir, c'est les droits télé. Je pense qu'on va en parler. On en parlera après minute tout à l'heure. Non, mais tu vois, chez les Anglais, en fait, puisque ça y est, on a des droits télé, c'est quand même quand même. Cher, mais le seul truc, c'est que
j'aime beaucoup de joueurs dans cette équipe. Et vous allez peut-être me trouver idiot, mais j'ai un petit pincement au cœur parce qu'il y a des joueurs que j'aime bien dans cette équipe. Et comme c'est une sélection qui n'a rien gagné depuis 66, s'ils avaient gagné, je sais pas, j'aurais trouvé qu'il y avait un petit truc un peu romantique à ce que les Anglais gagnent enfin. Mais ça n'enlève pas que sur le jeu, sur le mérite, j'ai kiffé ces Espagnols. J'adore le jeu. Ce que j'aime sur l'Espagne, j'aime tout. Moi, ce que j'aime avant tout, le but anglais, c'est quand même. Il est sublime. Ah non, j'adore. La passe de Bellingham, tout. Enfin, voilà. Je suis pas sûr qu'Unai Simon. Deuxième espagnol, il a de la gueule aussi. Même le premier d'ailleurs. Non, mais tout a de la gueule. Le final était plutôt d'un. Pas la première période. La première période, c'est triste. Non, mais disons que ça s'est réveillé. Après, je reviens sur le collectif, la notion de collectif, parce que aujourd'hui, quand on fait les analyses, on a fait un after sur Mbappé et sur d'autres joueurs. Ça vaut. On est tellement sur un foot qui risque de virer sur l'individualisme forcené que la réinstauration d'un collectif, quel qu'il soit, avec Rodri qui sort, Zubimendi qui rentre, les remplaçants, là, Oyarzabal, qui rentre, Merino même qui rentre à la fin, ce collectif-là, cette idée de te dire que c'est presque systémique, on a quelque chose, on a une idée, vous rentrez dedans, vous savez ce que vous avez à faire. Je pense quand même qu'à l'heure où chacun pense à ses stats, son ballon d'or, tu as vu, on se demande qui va avoir le ballon d'or. Au final, Flo, ce que tu dis, non seulement c'est juste. Ah oui, s'en fout. Non seulement c'est Carvara qui va avoir le ballon d'or. Non seulement ce que tu dis est juste, mais en fait, si on se concentre 2 minutes, ça se vérifie à tous les coups. L'Argentine, championne du monde. On parle de Messi, mais le collectif, il était des fonds armés autour de Scaloni qui construisait depuis pas mal de temps. Les joueurs tous ensemble, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, ils étaient tous ensemble. Le foot de tournoi. Mais pourquoi tu trouves que le Real n'est pas une équipe collective ce que je veux te dire, c'est que parfois, non, mais tu as eu dans le foot de club, tu as des individualités marquantes, tu vois. Mais à l'intérieur de collectifs qui. Oui, bien sûr. C'est l'histoire du foot. Je pense qu'on a été un petit peu peut-être perturbé par Messi Ronaldo. Mais n'oublions pas qu'ils évoluaient dans des collectifs extraordinaires. Oui, sauf Daniel, juste un point. Regarde l'Atalanta Bergame cette année, c'est un super collectif. Le Real a peut-être été moins bon que City. Et City qui gagne l'année dernière, c'est également une magnifique équipe collective. Peut-être que ce que je veux te dire, c'est que évidemment que nous, en tant qu'observateurs, c'est logique qu'on se réjouisse. Et c'est même, tu as raison, la majorité du temps, des équipes et des vraies équipes qui l'emportent. La France en 98, par exemple. Les Espagnols ont mis des maillots rois d'Europe. N'a pas besoin de. Comme Fred. 98, t'as pas forcément besoin de Zidane, tu sais, pendant le début de la compète pour aller gagner. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les joueurs eux-mêmes, individuellement, certains, à tort, ont pu être justement hypés par Cristiano, Messi, le nombre de ballons d'or, les stats, et oublier un peu ça. Je pense que si Bellingham, il regarde ce qui est en face, là, l'Espagne, lui qui joue au Real, il doit se dire. C'est plus ça quand même qu'on veut faire que ce que nous on fait là, nous dans notre équipe d'Angleterre. Et là, on va reparler forcément des limites de Southgate et de finalement cette Angleterre qui depuis des années arrive toujours avec un agrégat de joueurs de très haut niveau et n'arrive pas à mettre en place un collectif parce que tu es sans arrêt en train de te demander est-ce que je dois faire jouer lui, est-ce que je dois faire jouer lui. Ah mais lui il est super fort, regarde ce qu'il a fait dans son club. Ils sont tellement forts dans leur club, dans ce championnat surpuissant que tu es sans arrêt. Ouais, mais c'est là où le sélectionneur doit faire son choix. Tu vois, même Deschamps, avec un système qu'on n'aime pas, mais il décide groupe. Il te dit, je prends Colomani, je vous emmerde parce que moi, je pense groupe, j'ai besoin de lui par rapport aux autres. Il fait pas d'ombre au mec, machin. Donc Southgate, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il agrège les gars, et après, à la fin, il empile les attaquants, tu vois, quand ça va pas. Ouais, ok. Je pense qu'il y a plein de mecs, en gros, qui pourraient être à la place de Southgate. Alors, les gars, on va aller dans quelques minutes sur place au stade, retourner au stade pour la remise du trophée aux Espagnols, bien sûr. On va accueillir tout à l'heure Julien Laurence, qui était au stade ce soir lui aussi. Que Southgate était mauvais, voilà. Oui. Il nous l'avait bien dit. Hein. C'est vrai. Fred reste avec nous et Benita est là au 32-16 qui supporte l'Espagne. Ah bah oui, avec un prénom pareil. Bonjour. Salut, ça va? Ça va, je pense que j'appelle assez régulièrement. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas appelé, mais... C'est vrai. Tu étais passé où? Bon, je travaillais pas mal. Très bien. Bon, et là, tu t'es dit, tiens, l'Espagne, faut que je leur dise un mot. Oui, je voulais dire déjà, le grand Fred Hermel, El Grande Toto Fred Hermel, parce que je suis assez d'accord beaucoup avec lui quand il parle de l'Espagne, dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas spécialement connus en dehors de la Liga, notamment par exemple Oyarzabal, par exemple,
Michael Merino ou des joueurs que je regarde. Ou Zubimendi, qui c'est pas Zubimendi, c'est pas une star. C'est des gars, si le PSG n'avait pas joué la Real Sociedad. Oyarzabal, si, mais Merino et Zubimendi, mais Zubimendi, non. Oyarzabal, c'est beaucoup de gens, s'ils n'avaient pas eu devant eux PSG Real Sociedad cette année, pas sûr qu'ils en entendent beaucoup parler. Oyarzabal, tu le croises dans la rue, tu penses que c'est le frère de Pablo Longoria. Ou le golfeur. Ou Nicolas Sarkozy jeune, tu sais. Les spécialistes de golf, il n'y a pas un golfeur. Olazabal. On n'est pas loin. José María Olazabal. Voilà. Donc je voulais essayer de rapidement dire que voilà, il y en a beaucoup qui disent que la Liga est en fin de cycle, que la Liga est en train de mourir, que la Liga est suscitée. Non, mais ça. Bah oui, mais ça. Excuse-moi. Mais la réalité, c'est que pour la première fois depuis 25 ans, la Liga n'est plus dans le top 4 du classement UEFA. Voilà, les résultats européens des clubs espagnols sont pas bons du tout. Alors, il y a l'arbre qui cache la forêt qui s'appelle le Real. Ensuite, la Liga, au niveau financier, est dans une situation très très compliquée. Ça, c'est la réalité. Ouais, mais la situation financière délicate de l'Espagne, déjà, elle ne vaut pas la nôtre, par exemple, en France. Et je te rappelle, puisque je le disais tout à l'heure en introduction, c'est quand l'Espagne a été au plus bas financièrement, c'est après la crise de 2008, qu'ils ont changé leur football. Et depuis cette date... Mais parce que comme il n'y a pas d'argent pour acheter les étrangers, ils ont fait confiance aux joueurs du centre de formation, formés très techniquement. Mais excuse-moi, Fred, mais faire confiance à son centre de formation, c'est ce qu'on entend nous quasiment tous les jours quand on parle de notre football. Ouais, mais vous faites sauf pas. que visiblement, on le fait, sauf que c'est pas le même joueur. Et le résultat à l'arrivée, c'est pas la même chose quand on voit notre club et quand on voit notre sélection. Bah oui, parce que le choix, c'est une façon de penser le football. Mais bien sûr. Parce que ce soir, quand tu regardes jouer l'Espagne, ça commence par quoi? Le mec à 7 ans que tu fais rentrer, ou tu prends un mec baraqué, ou tu dis lui visiblement il est bon, ou tu prends un mec qui sait jouer au foot déjà. Je te rappelle qu'un certain Antoine Griezmann a été refusé en France parce qu'il n'était pas assez puissant physiquement. C'est mettre ton intelligence au service du jeu, la position du corps et le ballon. Attention, ce soir, on va beaucoup parler des Espagnols dans leur jeu technique, leurs mouvements, leurs circuits de passe, les transmissions. Mais la rage qu'ils ont pour défendre, pour aller chercher les ballons, parce qu'on a trop tendance à assimiler la défense à gros gabarit. Je vais te tomber dessus, je vais te prendre la balle. Mais alors, la défense, c'est celle de la grande Espagne en tenaille. C'est la même qu'en 2008, 2010, 2012. Mais quand ils y vont en défense, ils vont au combat, ils les récupèrent. Yamal vient d'être élu meilleur jeune du tournoi et Rodri meilleur joueur. Très bon choix. Mais quelque part... Très bon choix d'ailleurs pour une fois, Rodri, milieu de terrain défensif. C'est pour ça parce qu'il fallait choisir. Mais sincèrement, il y a tellement de joueurs que tu peux mettre en avant. Unai Simon, quand il a fallu sortir les ballons, il a été là. Tous les matchs. Et pour revenir à notre débat sur le collectif, la sortie de Pedri sur blessure, Olmo. Alors, mais ça, t'as vu la fin du tournoi ? Mais je vais te dire un truc. Une chance pour franchement. de la on ne s'attendait pas à ce que Fabien Ruiz soit à ce niveau-là. Mais Dani Olmo, le niveau de Dani Olmo, personne. Enfin, je veux dire, c'est pas un joueur majeur en Europe, Dani Olmo. Et t'as vu le tournoi qu'il fait ? Il y a formé à Zagreb, je le rappelle. Dani Olmo, il a un parcours étonnant. Il a démarré à Barcelone. Zagreb, très belle école de football. Quand il arrive à 16 ans, il est quand même formé à l'espagnol. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il venait de Barcelone. Repéré. Non, Dani Olmo, non, de Betis. Ah ouais ? Alors c'est après Zagreb qu'il va à Barcelone ? Je sais plus. Non, parce qu'il est andalou. J'ai vu sa fiche, il me semblait que c'était avant. Ce qui est assez dingue, c'est que dans cet Euro, dont moi j'ai critiqué souvent les styles et les non-matchs que l'on a pu voir, c'est assez heureux, puisqu'on se souviendra. Il passe par le Barça et après il va à Zagreb, oui. C'est le Barça, oui. C'est Fabien Ruiz qui est formé au Betis. On se souviendra quand même que dans cette bouillie un peu de foot qu'on a pu voir parfois, il a vraiment émergé une seule équipe. C'est assez rare quand même aussi que depuis le départ, on dit, tu as raison Daniel, sur le premier match, on dit là il se passe un truc avec l'Espagne, et surtout qu'ils maintiennent ça. L'Espagne-Croatie te met une claque. Oui, mais ils ont maintenu ce truc, cette promesse, et je trouve que dans cet Euro dégueulasse, ils ont vraiment été magnifiques. Pendant que je regardais le match et qu'on était en droit d'imaginer que l'Espagne allait gagner, quand l'Espagne a gagné en 2010, en 2012, dès le premier match, ils avaient fait forte impression. Dès le premier match, tout est en place dans cette... Non, au mondial, ils perdent contre la Suisse. Oui, au mondial, ouais. Alors là, je vous le dis, ça ne m'avait pas du tout perturbé. Je savais que vous alliez dire ça, parce que tout était... oui, parce que c'est la réalité. Parce que tout était en place. Ils avaient fait un match extraordinaire. Ils s'étaient fait juste braquer le match. Ils s'étaient fait braquer le match. Mais ils avaient fait un super match avec 1000 occasions et tout ça. Et leur jeu était là. Est-ce que tu as raconté, Fred, sur le. Alors attends, j'aimerais qu'on finisse avec Benitez d'abord, parce que finalement, Benitez n'a fait qu'une grosse introduction où il était content. Ah, d'accord. Tu voulais rajouter quoi, Benitez ? En rapide, juste que dans le point de vue sportif, moi, je ne m'y connais pas autant que vous dans tout ce qui est économique, tout ça. Je ne vais pas faire le journaliste, c'est votre travail, mais d'un point de vue sportif, je trouve que
ils ont montré que voilà, plein de petits joueurs avec un collectif alléchant, assez beau à regarder, avec des bonnes projections, bref, une bonne finition, et qu'au final, ma Liga, que j'affectionne toujours autant, elle finit quand même par briller. Alors oui, il y a des choses que je n'ai pas, il y a des informations que je n'ai pas, il y a des choses que Fred Hermel connaît, que moi je ne connais probablement pas, mais je profite ce soir de mon Espagne qui a gagné, et je trouve que je suis... Tu sais, après tu as raison, parce que quand tu regardes la Liga, qu'il y ait moins d'oseille qu'à une époque, qu'il y ait moins de ça, ok, mais la façon de jouer reste la même. Si tu regardes cette année Gironne jouer, ça joue ce football-là. Finalement, il y a un truc global qu'on n'a pas, que je dis avec d'autres mots que vous, mais en fait, finalement, c'est le sport co qu'on voit ce soir, c'est le foot sport co, sans star, avec un entraîneur qui n'est pas une méga vedette. Pas du tout. Voilà, il y a un an, il voulait le virer. C'est une équipe un peu de nobody qui joue un super foot collectif. Autant l'Euro, mais pour des entraîneurs, un peu, autant l'Espagne nous réconcilie quand même effectivement avec cet esprit. Exactement. Mais alors, ce qui se passe, tu parlais, c'est tout ce qu'on aime. On parlait de l'osmose et tu me relançais là-dessus. L'osmose dans cette équipe, tu as deux manières de gérer l'équipe. Tu as Luis Enrique qui voulait créer une osmose en mettant le feu partout, en provoquant des critiques, en disant voilà, et en... Avec à peu près la même équipe en plus. Hein. Oui. Les Minimal, il jouait pas, il était pas là. Oui, non, il y a pas. Mais le truc, c'est que Luis Enrique, il était tout le temps dans la guéguerre, il se mettait vachement en avant, etc. Et il disait aux joueurs, unissez-vous contre tous ces connards de journalistes qui vous critiquent. Là, t'as un type qui s'appelle Luis de la Fuente. C'est marrant. Non, Luis de la Fuente, qui lui, il a laissé beaucoup de liberté aux joueurs. C'est-à-dire vraiment, alors avec des... Et surtout, il les a pas braqués avec toute leur histoire de com et tout, comme Louis-Éric, là. Et lui, il s'est mis totalement, tu vois, des conférences de presse tranquilles, pas de problème, etc. Et puis, il y a eu des anciens, j'ai beaucoup parlé de ça, mais des anciens qui ont pris en main des jeunes. Je suis désolé, mais pour l'une des clés du succès, c'est la relation entre Carvajal, qui est le capitaine bis, parce que c'est Morata qui a le brassard, enfin, celui mec qui a les cojones, c'est Carvajal, et Lamine Yamal. Tu vois, tu as deux extrêmes. Carvajal, le premier but. Quel geste il fait, une espèce de déviation extérieure du pied. Et passe de qui ? Classe. De Lamine Yamal. Et là, il se passe un truc. Et pour revenir sur le premier match, attendez, on va aller à Berlin là, parce qu'il va y avoir la remise de la coupe. Il y a le roi qui embrasse Luis de la Fuente. Dans quelques instants, j'aurai essayé sur place. Bonsoir. Bonsoir avec Luis de la Fuente, effectivement, qui est arrivé sur le podium, qui a été dressé très rapidement pendant ce temps-là. La coupe Henri Delaunay a été gravée. Espagne 2024, 4e trophée de son histoire. 1964, 2008, 2012, 2024. Ils font mieux que l'Allemagne. Ils étaient à égalité à 3 trophées. Ils rentrent donc dans l'histoire et ils font un véritable carton plein. Vous l'avez dit, meilleur jeune, Yamal, meilleur joueur. Rodri, qui était sorti sur blessure tout à l'heure à la mi-temps. Ils ont mis Rodri, meilleur joueur de l'Euro ? Meilleur joueur de l'Euro, effectivement. On l'a dit tout à l'heure. J'ai entendu que Jeannot vient de le dire, mais je n'ai pas entendu juste avant. Excusez-moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Et 6 joueurs. C'est bien pour un joueur Flo de ne pas l'avoir relevé avant. Excusez-moi, pardon. 6 joueurs qui ont terminé à 3 buts, dont Dani Olmo pour les Espagnols parmi les meilleurs buteurs. 7 matchs, 7 victoires, 15 buts marqués, 4 seulement encaissés. C'est tout simplement la victoire du jeu. Le jeu récompensé des Espagnols qui sont ravis là, pour l'instant de recevoir la médaille. On aperçoit les Français naturalisés espagnols, Aymeric Laporte, mais également Robin Lenormand qui reçoivent la médaille. Ils sont en train de s'installer, de s'asseoir sur le podium pour certains. Et on attend bien évidemment le dernier avec le brassard de capitaine, même s'il est sorti et qu'il l'a laissé à Carvajal en cours de match. C'est Morata qui l'a remis, qui l'a récupéré ce brassard de capitaine et qui va donc recevoir le trophée des mains du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, pour donc tout simplement participer au moment de joie, de bonheur dans ce stade olympique de Berlin où il y avait 50 000 Anglais. Ils sont quasiment tous partis, ils ont tous quitté le stade pour ne pas voir ces images. Une nuée de caméras, une nuée de photographes, en attendant tout simplement la coupe qui va être récupérée par le président de l'UEFA et qui va être donnée à Morata, le capitaine, qui l'embrasse et qui prend le temps de sauter avec et d'aller retrouver ses coéquipiers pour la soulever pour tout le stade qui attend que ça, avec notamment les spectateurs, les supporters, les papelitos dorés. Voilà qui fait l'Espagne récompensée, et avec surtout Luis de la Fuente qui a remporté en tant que sélectionneur l'Euro
U19, l'Euro U21, médaille d'argent à Tokyo. Et puis la victoire en Ligue des Nations 2023 et qui complète ce palmarès, lui, l'inconnu du football européen, formateur, plus qu'entraîneur que sélectionneur, qui entre par la grande porte ce soir avec cette victoire ici à Berlin, en Allemagne, de ce championnat d'Europe 2024. Si on m'avait dit un jour que Morata souleverait un trophée majeur comme capitaine de l'Espagne, je l'aurais pas cru. Quand même. Je souligne l'attitude du roi d'Espagne qui n'a pas fait comme certains autres chefs d'État, qui est venu s'incruster sur la photo avec les joueurs, qui a remis la coupe. Il est pas venu faire un câlin à Morata. Et qui a remis la coupe et qui a laissé les joueurs célébrer et qui n'a pas venu faire du personal branding comme certains chefs d'État. Vous savez qu'il est français, Philippe VI. C'est descendant direct de Louis XIV. C'est un Bourbon. Oui, bien sûr. Ah ouais, donc très bien. C'est la classe à la française. Il Bourbonne, c'est ça? Et lui, c'est Bourbon et Grecia, parce que sa mère est grecque. Quand ça date de 3 siècles, c'est déjà un peu. C'est 17e siècle. Oui, mais enfin, cela dit, c'est. 18e. 17e. Ça fait une bonne passerelle avec le fait que ce qu'on vend mieux, nous, en France, ce qu'on exporte mieux, c'est nos défenseurs centraux. Ouais. On va faire une courte pub et on exporte. Pour continuer le débat, Julien Laurent va nous rejoindre dans quelques instants. Le trophée dans les mains des Espagnols, ils ont gagné l'Euro, bravo à eux, ils nous ont régalé. On continue le débat. Et puis n'oubliez pas qu'après minuit, gros dossier droit télé. Enfin, on a les droits télé qui arrivent. Ça y est, tiens, les joueurs invitent le roi à venir les rejoindre. C'est pas un peu. Il y va timidement. Louis de la Fuente là. C'est Louis de la Source. Alors Louis de la Source, lui. Tu veux pas qu'on la fasse la pub? Il n'est pas ému. Non, lui, c'est quelqu'un de très religieux, catholique pratiquant. Qui est la jeune fille avec le roi là? C'est sa fille? C'est Sophia, l'infante Sophia, qui n'est pas l'héritière, parce que l'héritière c'est l'infante Léonore, c'est la deuxième fille de. C'est-à-dire qu'elle n'aura rien du tout, ouais? Non, elle sera infante d'Espagne. Ça la gueule. Avoir un peu de un bon parti. Ils sont pas riches les Espagnols. Ah non, la famille royale espagnole n'est pas riche du tout. Enfin, quand même. Ah non, vraiment. Mais c'est le frère de Philippe, il a tout dilapidé. Mais même pas une petite bicoque. Non, ils ont jamais beaucoup d'argent. Une bicoque à la mer. Non, les safaris. Un appartement à Madrid. Non, les safaris, ça coûte cher. Il va nous faire. Non, mais il a claqué. Non, franchement, c'est pas. On continue le débat dans quelques instants. A tout de suite dans l'after. Il est 23h22, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Fred Hermel est là. Avant de rejoindre Fred Hermel, on continue, nous. Non, il est là. Non, j'ai dit quoi? Avant de rejoindre Fred Hermel. Avant de rejoindre Julien Laurence, pardon. Le loser. Je regarde en même temps Yannick Noah, porteur de la flamme, parce qu'on a les images des célébrations du 14 juillet en même temps. Il a pas signé une tribune aujourd'hui, Yannick Noah? Non, mais Yannick Noah, tu sais qu'il s'est blessé gravement lors d'un match de foot du variété, du célèbre variété, où je ne sais pas s'il peut courir, hein, mais enfin il a la flamme. Bon, moi, juste un mot sur ce qu'on a vu des images de célébration entre Espagnols et Anglais. Pour vous dire la supériorité de l'Espagne qui était quelque part acceptée, enfin respectée aussi par les Anglais. T'as pas de larmes, t'as pas de mecs effondrés sur la pelouse, t'avais de la déception évidemment. Mais si tu regardes les Anglais un à un, ils sont allés sur le podium, il y a eu la petite haie d'honneur des Espagnols. Et voilà, en gros, je pense que leur visage traduit, on a été battus par plus fort que nous. On a été battus par plus fort que soi. Ils pouvaient avoir plus de regrets il y a 3 ans. Oui. Mais vous savez quoi ? J'ai un ami australien qui m'envoie une capture d'écran. Il me dit Julien Laurence, trop occupé avec Optus Sport Australia. Il est à la télé australienne, le gars. Ouais. M'étonne qu'on l'attend, celui-là. Il est sur sa terrasse à Berlin. Il est là, regarde. Louis de la Fuente qui est porté en triomphe par ses joueurs. Il n'est pas jeune. Bah non, il est plutôt. Merci Dominique. Mais il est. Mais lui, c'est vraiment le truc. C'est exceptionnel ce qui lui arrive, quoi. C'est le type qu'on prend après l'échec de la Coupe du Monde au Qatar. En gros, en transition, parce que voilà, c'est un mec qui ne va pas faire trop de bruit. Et le type, maintenant, il est champion d'Europe. Donc, Non, mais sur le sélectionneur, est-ce que c'est pas aussi une leçon quelque part? C'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir des grands noms pour faire gagner une équipe, pour faire gagner une sélection. On a beaucoup parlé des sélectionneurs depuis le début de l'Euro en disant que les meilleurs étaient peut-être plus en club aujourd'hui que dans les sélections. Voilà, quoi. Le mec est. Del Bosque, ça avait été un très bon joueur, mais quand il a commencé à entraîner au Real, c'est le type qui était sur le banc pendant 2 semaines, 3 semaines quand un entraîneur se faisait virer. Après, il y a quand même. Voilà, puis après, il a pour Luis de la Fuente, quand même. Tu me corriges si je me trompe, avec les jeunes. Mais la culture du foot espagnol, sûr, cette culture-là, quand bien même il ne l'aurait pas mise à l'épreuve dans des grands clubs ou autres grandes sélections, il l'a infusé et les gars le respectent parce qu'ils le connaissent. Bien sûr. Mais il le respecte aussi. Non, mais le grand public ne le connaissait pas. Non, mais là où il le respecte aussi, et là où je rejoins Gilbert, sur le fait que parfois tu as une forme d'autogestion.
j'entends. Je veux pas dire qu'il a rien fait, hein. Mais je veux dire par là, quand tu dis qu'il laissait un peu de mou dans la gestion, tu vois, il avait pas les rênes trop serrées. Je crois aussi que, j'ai toujours pris cet exemple, hein, dans la foulée de 98 en France, tout le monde sait que Roger Lemaire n'était pas un grand sélectionneur pour l'équipe de France, mais que l'équipe de France, elle se suffisait à elle-même. Je dis pas qu'il a rien fait, mais ça revient à ce que tu dis, Gilbert. Effectivement, il arrive que dans l'histoire, ça arrive aussi en Ligue des Champions, hein, sur certaines équipes, on l'a vu avec Di Matteo, on l'a vu, mais il arrive qu'effectivement, quand des équipes sont suffisamment matures en termes de jeu, celle-là, elle n'est pas mature en termes d'âge. Le sélectionneur argentin à la Coupe du Monde, pareil. Ouais, mais c'est pareil, il avait cette culture, tu sais, du jeu, de ce côté collectif, de cette âme, tu vois, qu'il transmettait. Tu sais, il était toujours au bord des larmes, là, tu sais, il avait un côté très très particulier dans sa façon de gérer. Et Scaloni, ouais. La Scalonetta. Et non, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, il n'y a peut-être pas les meilleurs techniciens au sens strict du terme, mais il faut arriver à construire ton groupe. Ce que dit Fred, c'est aussi la constitution d'un groupe. Les jeunes, les vieux. À une époque, c'était Barça, Real. Là, c'est différent. Donc, si tu constitues bien ton groupe, que tu arrives à le faire vivre et que tu as quand même, et là, on en revient à l'Espagne, une culture du jeu et du jeu collectif, bah oui, ça peut marcher. Tu vois, par exemple, sur l'exemple de Cubarsí. On dirait Cubarsí était l'un des 3 éliminés avant le départ. Les gens peuvent se dire, ah ouais, il n'a pas pris Cubarsí, etc. Bah, on garde plutôt un Nacho. Mais Cubarsí ne va pas le griller tout de suite parce qu'il prend un Lamal qui est très jeune, il prend un Nico Williams qui est très jeune. Il a un équilibre. Il a trouvé un équilibre qui est quand même constitution du groupe. Et ça, c'est très intelligent de sa part. Et Nacho qui rentre là, tu vois, t'es pas inquiet quand Nacho on va accueillir Rémi dans quelques secondes, mais j'aimerais qu'on dise un mot des 2 Français là. On a quand même 2 Français. Donc qui n'ont pas été pris en équipe de France. En fait, s'ils vont en Espagne, c'est uniquement d'accord. Ça, hein. Je veux dire, Laporte et le Normand, parce qu'ils n'ont aucune origine espagnole au départ. Hein. Voilà. C'est pas des binationaux. Hein. Enfin, c'est. Oui, à la limite, donc, comme je dis souvent, les 2 Hernandez étaient 10 fois plus légitimes parce qu'ils ont grandi en Espagne. Ils ont d'ailleurs failli jouer. Ou Luis Fernandez à l'époque. Bien sûr, Luis Fernandez qui est né à Tarifa, né en Espagne. Lui est binational. Exactement. Non mais donc comment de notre œil français on doit voir ça? Est-ce qu'on doit dire on les a ratés ces 2-là? Les Espagnols les ont vus mieux que nous ou finalement c'est leur histoire. Je pense que le Normand n'a pas été raté. Je pense que Laporte a été raté. Laporte a été raté, c'est pas faute non seulement d'y avoir pensé, de le connaître, d'avoir vu qu'il a joué dans des grands clubs. Deschamps s'est posé la question. Quand il était à Bilbao, franchement, il avait sa place. Hein. Et à un moment, clairement, on lui a signifié qu'il n'aurait pas d'espoir. Et donc l'Espagne en manque. Voilà. Ça s'est fait, parce qu'ils avaient, en fait, et ça a été assez facile, parce qu'ils avaient de nombreuses années de résidence en Espagne qui leur permettaient de demander la nationalité. Je rappelle que Laporte, il a joué dans toutes les équipes de jeunes, jusqu'aux espoirs. Oui, c'est pour ça. Mais nous, on n'est pas habitués à ce genre de choix de nationalité. D'habitude, c'est l'inverse. C'est plutôt, je sais pas, des pays qui peuvent regretter que certains aient choisi la France. Nous, ça nous arrive pas, ce genre de truc. C'est vrai qu'il y a eu ce débat avec Higuain. Si vous vous souvenez bien. Ouais, mais c'était le père qui avait lancé le truc. Honnêtement, c'était pas un vrai débat. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en France, c'est une arnaque de Domenech. Une arnaque du père entretenue par Domenech. Une arnaque du père pour demander plus de thunes au Real. Et puis pour qu'il ait un passeport européen. Et le père qui avait dit, je lui ai dit, je dis quand même, t'as bien joué comme ça. Puis on est français, il me dit, c'est la vie. En France, on avait récupéré Trezeguet. Qui n'était pas vraiment français pour le coup, qui parlait en plus pas terrible, avec un accent et qui avait beaucoup plus de légitimité à jouer pour l'Argentine. Bien sûr. Exactement. Non, et puis l'Espagne a naturalisé un joueur essentiel qu'on va totalement oublier. Rodri. Non, en 2008. Marcos Senna, brésilien. Oui. Il est un joueur essentiel dans la victoire de 2008 au milieu de terrain. Il était au Betis, lui. Non, Villarreal. Non, Villarreal. Et Marcos Senna, 2008, c'est très bon joueur. Et il n'est pas pris au mondial. Mais parce que là, il y en a d'autres qui arrivent, qui sont d'un niveau exceptionnel. Mais Marcos Senna, et ça avait fait débat à l'époque en Espagne. Mais ça a permis, le fait que la réussite de Marcos Senna a ouvert une porte qui après a permis aussi l'entrée de des joueurs. Mais c'est vrai parce que l'Espagne et l'Italie n'étaient pas des pays habitués à ce genre d'ouverture et à chaque fois qu'ils prenaient des gars qui étaient pas vraiment... Il y a aussi des joueurs marocains qui ont été naturalisés. Oui, mais c'est venu après. Mais dans leur culture, c'est pas des pays qui s'ouvraient beaucoup. Yousma nous dit très heureux pour El Normando et La Puerta. Ouais, Normando. En Italie, il y avait eu le problème avec Camoranesi. On disait ce genre de mec là, les Oriundi, est-ce que ça doit vraiment jouer et tout. Il y avait une époque de Stefano. Après, il y a eu Thiago Motta mais en Espagne, il y avait eu Di Stefano. J'avais oublié celui-là il y a très longtemps, enfin dans les années 50. Di Stefano qui est argentin et qui lui aurait pu jouer avec la France. Di Stefano, puisqu'il a un grand-père français, Monsieur Lollet. Il avait beaucoup de passeports.
Ouais, Di Stefano, il a joué aussi pour la Colombie. Enfin, non, pas pour. Il a joué pour les Millonarios. Il a joué en club. Il n'a pas fait de sélection ? Non. C'est pas le seul gars qui a fait 3 sélections ? Di Stefano. Il a joué un match avec la Colombie quand il était aux Millonarios ? Il y a Diego Costa aussi pour l'Espagne. Tu l'as cité ? Plus récent, mais c'est après Marcos Senna. Ah, les polémiques Diego Costa. Qu'est-ce que tu nous en as renvoyé, celle-là ? Ah bah lui, c'était un sacré personnage. Oui. Attends que je regarde ça. Di Stefano, nationalité argentine, espagnole, italienne. Bon, je vais regarder, mais de mémoire, je crois qu'il avait eu cette histoire-là. Dans un instant, on est de retour. Julien Laurence, on l'attend quand il aura fini de régaler la télé australienne. Et puis, bien sûr, Rémi au 32-16 qui nous attend, sans oublier le Mercato et les droits télé. Mercato important parce que l'OM et l'OL ont fait la liste des joueurs qui voulaient plus aujourd'hui. Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, Fred Hermel est là. Et Rémi est avec nous au 32-16, supporter de l'Espagne, lui aussi. Salut Rémi. Ouais, salut tout le monde. Bon, bah tu as un numéro là. Ah ouais. Les gars, cette fois, on y est. Ça y est. Franchement. Bon, enfin, ça y est, c'est quand même souvent quand même sur ces 10 derniers. Oui. Non, mais sincèrement, cette année, j'y croyais pas. Personne n'y croyait. Mais je pense que personne n'y croyait. C'est quand on voit l'effectif, et moi j'ai connu l'effectif de Del Bosque, c'est mes premiers souvenirs que j'ai pu avoir avec toutes les équipes du Real, du Barça. Ce qu'on a pu connaître, et aujourd'hui c'est une équipe variée avec, oui, certes de la Liga, mais la plupart jouent dans le milieu de terrain, par exemple. C'est des championnats qui sont divers et variés. Le Rodri, c'est la Première Ligue. Fabien Ruiz, c'est Paris Saint-Germain. Olmo, c'est Leipzig. Olmo, c'est Leipzig, donc c'est l'Allemagne. Et j'avais peur, justement, moi, au début de la compétition, je me suis dit, ok, je vais pas retrouver cette cohérence que j'ai pu connaître. Toute cette cohésion de groupe que j'ai pu connaître. Et malgré tout ça, au fur et à mesure des étapes, donc que ce soit avec la Croatie, l'Italie, l'Allemagne, je cite que les grandes équipes, bien sûr, sans vouloir faire offense à la Géorgie, mais ouais, je me suis aperçu qu'il y avait une vraie cohésion de groupe. Et ce soir, face à l'Angleterre, c'est ce qui s'est passé. Et moi, personnellement, j'ai entendu plusieurs de vos émissions, bien sûr, et on parlait de l'Espagne, ça y est, c'est terminé de la possession. Moi, je trouve que c'est une possession, mais cette fois-ci, qui n'est pas stérile. C'est une vraie possession. C'est-à-dire que c'est une possession, oui, certes, mais par contre, elle est offensive. Non, mais c'est une possession qui accepte des alternatives directes. Voilà, ça peut être très horizontal, mais ça peut être très vertical aussi. Mais arrêtez avec ce débat. Honnêtement, ce débat me saoule de la possession stérile. Ça veut rien dire du tout. La possession stérile ou pas stérile, elle dépend aussi des joueurs que tu as. Quand tu as Yamal d'un côté et Williams de l'autre, forcément, tu vas avoir un petit peu plus de percussion, tu vas avoir une possibilité. Mais c'est le choix du sélectionneur aussi de les prendre et de les faire jouer. Bien sûr, mais tu vas avoir également la possibilité de miser sur la profondeur. Donc, ce sont également les joueurs qui vont te donner des possibilités supplémentaires. Ça ne va pas être qu'une décision. Si tu n'avais pas eu ces deux joueurs-là que tu avais sur les côtés, je sais pas qui aurait pu jouer sur les côtés à la place de Yamal et Williams. Alors le truc, c'est que Yamal, c'est un gamin qui a quand même 17 ans depuis hier. Ouais, donc c'est un peu une découverte. Williams, c'est la première fois qu'on le voit avec la sélection titulaire sur un tournoi. Si tu n'as pas ces deux joueurs-là, il est probable que tu aies une belle équipe d'Espagne, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais on aurait parlé de possession stérile. Est-ce que ça aurait été de leur faute ? Ou est-ce que c'est parce que des joueurs t'ont donné une possibilité supplémentaire ? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a un élément. Ces histoires de possession stérile. Pour répondre à toi, il y a un élément. City, ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleur quand enfin il a décidé de jouer avec un peu de profondeur avec un 9, quand il a varié les solutions sur les côtés et quand il a un mec capable de casser des lignes sur des passes. Mais c'est un choix de l'entraîneur aussi. C'est pas une volonté toujours de la faire stérile. Il y a le troisième match qui ne servait à rien de la phase de qualification contre l'Albanie a été très révélatrice parce qu'il n'y avait ni Yamal ni Nico Williams. Ils étaient sur le banc. Et pourtant, d'un côté, Oyarzabal et de l'autre, Ferran Torres, ont joué comme ça très sur les côtés. C'était moins bien. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté du sélectionneur de jouer comme ça aussi. Mais bien sûr, inspiré par les deux autres. Si face à ça, tu as un bloc hyper bas qui te fait un ciment et que tu n'as pas de mec de percussion, mais voilà. T'es dans la merde. Et après, on parle de possession stérile. Mais c'est du bidon de dire ça. D'ailleurs, l'histoire de la possession, c'est intéressant parce que qu'il y ait une culture de la possession chez les entraîneurs espagnols, c'est le cas.
Mais je prends Luis Enrique avec le PSG, même cette année, même quand lui disait on a été bien parce qu'on a eu la possession, il y avait plein de phases de transition dans son jeu. C'est ce que je disais dans une émission en disant il fait de la transition sans le savoir. Ouais. Parce qu'en fait, il avait Barcola. Comme M. Jourdain. En fait, si tu veux, c'est pour ça que la possession, je rejoins quand même l'auditeur. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil de faire du handball. Et on le disait à une époque avec Fred dans certaines équipes, et on ne tire jamais, et on ne tire pas en dehors de la surface, et on ne fait pas de. Et de voir une équipe qui, après avoir pris la possession, après avoir fait tourner en bourrique l'équipe en face, quand il y a une ouverture, plante le coup de couteau qui est décisif. On ne le voyait pas forcément. Le Luis Enrique qui gagne la Ligue des Champions, Luis Enrique qui gagne la Ligue des Champions avec le Barça fait beaucoup plus de transitions qu'il n'a fait lors du dernier mondial. Mais t'as vu les joueurs qu'il a ? Oui. T'as Neymar qui à l'époque va à 2000 à l'heure, t'as Messi qui a encore une 2015. Et t'as un milieu de terrain qui est en béton armé. Et forcément, ton équipe, elle a une. Oui, mais il avait fait évoluer par rapport aux précédents entraîneurs du Barça. Les joueurs qui également ont fait évoluer le truc. T'as raison, sauf que ce qui est marrant, c'est que dans leur communication, malgré tout, il parlait encore de possession. Ils veulent quand même dire, regardez, on a fait un très grand match parce qu'on a eu la possession. Et t'as envie de dire, oui, t'as eu la possession, mais effectivement, t'as eu des mecs qui t'ont dynamité le truc, et tant mieux. Et c'est magnifique. Je veux dire, moi, le Barcola au PSG cette année, je pense que Luis Enrique, s'il le met titulaire, enfin, s'il le fait autant jouer, c'est parce que justement, il veut cette percussion-là. Donc, en gros, tu te fais moins chier, ça c'est sûr. Oui, avec des Williams et des Yamal, c'est un côté virevoltant. Tu t'amuses quand même. Et alors, le truc, ce qui m'a fait plaisir dans la deuxième période, c'est qu'ils ont retrouvé l'insouciance qu'ils avaient perdue pendant la première période. Tu sentais que les mecs, le poids de la finale était là quand même sur Nico Williams et surtout sur Lamine Yamal. C'est pas ça, c'est qu'il y avait une espèce de force tranquille. C'est-à-dire que malgré la blessure, tu vois, ils arrivent derrière. C'est là qu'ils font leur meilleur quart d'heure en fait. Début de deuxième mi-temps. Mais là où justement ils auraient peut-être pu douter le plus. Gilbert, je suis d'accord avec toi. Je voulais en faire un de mes 3 points. Je trouve que ce qui s'est passé à la mi-temps, y compris dans la tête des Espagnols et des Anglais, tu aurais pu penser l'inverse. Tu perds Rodri. Tu peux te dire, ils prennent un coup sur la tête. Et les Anglais peuvent se dire, yes, Rodri est sorti. Putain, 46e minute, près de bouillon, et que t'as raison, c'est passé à ce moment-là. Incroyable. Là, ça les tue, quoi. Mais en première période, tu as bien vu que c'était plus dur pour Lamine Yamal et pour Nico Williams que lors de précédents matchs. Alors, ça pesait beaucoup sur eux. Mais les Anglais défendaient bien aussi. J'allais le dire. Il faut quand même dire qu'en première période, les Anglais ont parfaitement défendu. Parce qu'on a parlé de plein de choses, et notamment des joueurs qui ne veulent pas ou pas défendre dans les équipes comme Mbappé et machin. La question ne se pose pas. Tu l'as dit pour les Espagnols, tout le monde défend, tout le monde est obligé de s'y mettre. Et là, tu as les Espagnols en face, ils s'y sont mis. Et donc, première période, c'est pas une belle première période, mais c'est une période où les Anglais ont très bien défendu. Extrêmement bien, oui. Bon, petite évaluation, les gars. On a parlé de Morata, d'Olmo. Si tu devais décider d'un homme du match, Fred, ce serait qui ? C'est vraiment difficile. Mais de toute façon, c'est tellement difficile dans cette équipe d'Espagne. Moi, je ne peux mettre personne en valeur plus qu'un autre, quoi. Enfin, c'est vraiment l'équipe collective. Carvajal. Parce que l'état d'esprit, je pense, et la passe dont parlait Gabriel. Il les a bien énervés en plus, les Anglais. Carvajal, il est essentiel. C'est un mec que t'aimes quand il est dans ton équipe. Il n'est pas dans ton équipe, il te fait chier. Mais pareil, ce qu'il fait, quand il a été suspendu, c'était suspendu, c'est ça ? Contre la France. Enfin, suspendu, pareil. Est-ce que je me suis dit, moi, énorme avantage pour Deschamps et les siens. Mais on n'a pas su en profiter assez. Mais bien parce sûr. Que le premier but, il vient dans le dos de ce côté. Après, Navas sort en plus parce qu'il est blessé. Ouais, non, mais je veux dire, Jesus Navas est en grande difficulté. Il prend le bouillon pendant un quart d'heure. Mais on n'a pas continué à attaquer après. Mais effectivement, on s'est contenté du 1-0. En plus, l'Espagne a récupéré un Carvajal qui s'était reposé en demi-finale. En plus. Mais moi, je dirais Carvajal, l'homme du match. Bon. Même si effectivement ce collectif est difficile à. Oui, et puis il n'y en a pas un qui est en dessous, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression qu'il y en a un qui n'est pas fait. Non, je suis pas loin de penser également à Fabien Ruiz qui a été assez incroyable de présence, d'orientation de jeu, de récupération. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça au PSG, ne serait-ce que même en intensité, en course. Si je suis l'entraîneur du PSG. Sur les courses. Je suis d'accord sur le reste, mais sur les courses, moi je l'ai vu beaucoup abattre. Tu l'as pas vu à ce niveau-là avec Paris. Moi, je suis l'entraîneur du PSG, je le vois là, je me dis, écoute, reviens vite, repose-toi. Repose-toi bien sûr. Repose-toi, je veux te voir comme ça cette année, tu seras titulaire, il n'y a aucun problème, parce que là, moi, ce que je l'ai vu faire dans cet Euro, je veux le revoir au PSG. Moi, j'ai vu un joueur de classe mondiale, moi qui ai toujours pensé que c'était un joueur. Je l'aimais bien parce que j'aimais bien sa technique, j'aimais bien dans le peu de bons matchs qu'il faisait, il me donnait l'impression d'être au-dessus, mais ils étaient rares, c'était le vieux souvenir de Naples, c'était une poignée de matchs avec le PSG.
je ne pensais pas qu'il pouvait monter d'un cran. Et la constance sur les 7 matchs. Monter d'un cran. Et là, sur les 7 matchs, il a été incroyable. Vraiment. Très bon. Dans un instant, Julien Laurence. Si ce milieu-là revient au PSG et qu'on l'a comme ça, là, c'est bon, quoi. Gilbert, dans ton évaluation, Laporte, un mot sur Laporte, qui fait aussi un très très bon match derrière, très solide. Après un an en Arabie Saoudite. Ouais, là aussi, il y a plusieurs joueurs comme ça dans cet Euro dont on doutait, tu sais, qui ont Kanté aussi. Ouais. Dans un instant, l'Angleterre au programme, ensuite les droits télé, le mercato, l'after est là jusqu'à minuit et demi. Et ensuite, ce sera la libre antenne, comme tous les soirs, la dernière libre antenne de l'Euro ce soir. À tout de suite. 23h45, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Fred Hermel et Julien Laurence qui nous rejoint. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Il est déjà la fête des Espagnols. Il est déjà sur il a réussi à se faire inviter à la fête des Espagnols. Non, je suis au stade encore. Ah mais tu t'es fait dénoncer par des auditeurs. Je te signale que tu t'es fait dénoncer par des auditeurs en Australie qui m'ont des captures d'écran en disant il vous a planté, il est à la télé australienne. Donc voilà, il fallait juste que je finisse. Tu t'es fait dénoncer. C'est un scandale. Bon, ça va jamais se faire, hein. Ça va jamais. Vous allez jamais y arriver. Je vous l'avais dit, hein. Ah non, mais quand t'es un coach moyen un jour, t'es un coach moyen toujours. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça change pas. Ça change pas. Harry Kane ne doit jamais débuter ce soir. Il n'est pas à 100%. Il est blessé. Il est gros. Il a des kilos en trop. Jamais de la vie, il doit débuter un match pareil. Jamais de la vie, il doit jouer 57 minutes dans un match comme ça. Luke Shaw, tu prends un pari en le faisant débuter à gauche, que je peux comprendre. Mais tu sais très bien qu'il n'a jamais 90 minutes dans les jambes. Ça fait depuis le mois de février qu'il n'a pas joué au foot. Depuis le mois de février, et ben tu sais très bien que si tu le sors pas à la pause, il va prendre le bouillon en seconde période. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait détruire en seconde période. Et la liste, elle continue. Jude Bellingham à gauche dans un 4-4-2, un 4-4-1-1. C'est ridicule. À un moment, tu peux pas insulter le football comme ça. Je suis désolé, ils ont jamais cherché à jouer. L'Allemagne a joué un petit peu contre l'Espagne, elle a fait mieux que ça. La France a joué un petit peu plus contre l'Espagne, elle a fait mieux que ça. Aujourd'hui, on n'a rien vu à part le but de Palmer qui a enflammé, qui a réveillé un peu les supporters anglais qui étaient à ma droite et à ma gauche. Ça les a reboostés un tout petit peu. Et au final, l'Espagne peut marquer 4 buts en seconde période. Franchement, j'étais tellement déçu par les choix de Southgate encore une fois et par la performance anglaise de ce soir qui doit être bien meilleure que ce qu'on a vu. Bon, il n'y a pas une sorte de malédiction qui s'installe quand même là ? Quand t'es le pays qui a inventé le foot, le plus puissant. C'est toujours pareil. Moi, je trouve que c'est toujours pareil. L'Angleterre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plein de très très bons joueurs qui sont jetés sur la pelouse sans un minimum d'organisation. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur Southgate, mais ceux qui sont passés avant ont été confrontés au même problème. Ils n'arrivent jamais à composer une équipe avec toutes ces vedettes. Je ne sais pas quel sélectionneur y arrivera un jour. Non, mais il a réussi dans un sens parce que tu fais finale, tu fais quart de finale de Coupe du Monde, demi-finale. Limite, il a fait mieux que ceux d'avant presque, tu vois. Ouais. Oui, à ce niveau-là. Mais au final, sa gestion de match est catastrophique, mais elle a toujours été catastrophique. Ça date pas que d'aujourd'hui. On va pas refaire encore les dernières compétitions où finalement ils se retrouvent en finale ou en demi-finale parce qu'ils ont la partie de tableau la plus facile, parce qu'ils ont quelques miracles. Ils ne doivent jamais battre la Slovaquie. Même la Slovaquie était meilleure qu'eux. Alors on dit rien parce qu'au final ils se qualifient. On dit rien contre les Suisses parce qu'au final ça va au tir au but, ça gagne. On a parlé de leur caractère, très bien. On a parlé de la baraka, bien sûr qu'ils l'avaient, mais il y a un moment où c'est plus suffisant. Et quand en plus ton entraîneur ne fait pas les choix qu'il doit faire, quand en plus ton sélectionneur a des soucis dans sa gestion du match, aujourd'hui à un moment Bellingham lui a crié dessus, on l'a vu, il lui a crié dessus en seconde période. Sincèrement, voilà, c'est une personne qui est, on l'a répété, qui est une très bonne personne, c'est quelqu'un qui est très gentil, il n'a aucun charisme, d'accord, mais c'est quelqu'un qui est très gentil, il a fait des très bonnes choses avec cette équipe, notamment encore une fois pacifier l'environnement de cette sélection, très bien, mais à un moment ces matchs-là tu les gagnes parce que tu fais les meilleurs choix, parce que dans tes décisions, tu as cette force mentale de prendre les bonnes décisions au bon moment, et aussi parce que tactiquement tu as un certain savoir-faire qu'il n'a jamais eu, mais quand il était entraîneur de club il était nul déjà. Donc à un moment, avec des joueurs meilleurs, il devient un peu meilleur, mais il ne deviendra jamais assez meilleur pour gagner. Attends, juste que je ne comprends pas par rapport au pays de foot qui est l'Angleterre, c'est que ça existe et qu'il ait été nommé, ok, mais pourquoi ça dure? Ok, d'accord, les mecs sont pas fous, tout le monde voit qu'il fait finale mais que c'est pas bon. Le contenu, ça compte quand même quand tu fais un bilan, quand tu fais un débriefing de compétition. C'est étonnant que dans ce pays qui connaît le foot, ils n'aient pas eu l'idée, l'envie d'aller chercher autre chose. Autre chose comme quoi, Flo? Un autre entraîneur, je veux dire, un gars qui dans le jeu. Pardonnez-moi d'insister, mais
reprenez depuis, et pas besoin de remonter méga loin, on va rester au 21e siècle, les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, le football anglais, si tu prends les clubs, c'est que des vedettes. Et tu prends la sélection, tu peux prendre 2004, tu peux prendre 2008, toute la Coupe du Monde. Ils ont eu Sven-Göran Eriksson, très bon entraîneur. Ils ont tenté Fabio Capello. Ils ont tout le temps eu des générations extraordinaires. Et finalement, Southgate est celui qui les a emmenés le plus loin. Et on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas bon néanmoins. Je crois que ça va passer, la révolution des Anglais, par la prise de conscience des joueurs. Pendant très longtemps, les Espagnols, ils composaient une équipe avec moitié Barça, moitié Real. Et il n'y avait que des bons joueurs. Et ils allaient nulle part. On appelait ça la furia. Ils allaient nulle part. Il n'y avait pas de collectif. À chaque fois, c'était des grosses déceptions. Ça donnait rien. Les mecs s'entendaient pas trop entre eux. Del Bosque a recollé tous les morceaux, a fait quelque chose que personne n'avait fait avant. Les Anglais, ça va passer par une aussi avant. Il avait démarré, c'est vrai, le travail. Mais les Anglais, ça va déjà passer par eux. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que les sélectionneurs, ils en ont essayé. Southgate, c'est peut-être une pompe à vélo, mais ils ont eu Eriksson, ils ont eu Capello. Qui avait avant Southgate d'ailleurs? Je me souviens pas, mais c'est pas une pipe non plus. Non, il y avait Allardyce, je te rappelle. Il y avait Roy Hodgson aussi. Non, mais ils ont ça c'est pas des bons, c'est pas de bons exemples. C'est pas de bons exemples, mais ils ont essayé de stars des bancs. Ils avaient les mêmes problèmes. D'accord, mais on a vu maintenant que des sélectionneurs, y compris plus modestes entre guillemets, arrivent à créer des collectifs. Là, on vient de citer les 3 derniers choix là, Allardyce, Hodgson et Southgate. Elle nous l'a fédé. Non mais ça c'est avant. Là, avant, c'était Coupe du Monde 2010. Oui, mais là, ce que je veux te dire, c'est que ce que je dis à Julien, comment ce pays de foot, cette fédé anglaise, n'a pas envie d'avoir quelque chose, même si effectivement d'autres grands sont cassés. Oui, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait 2 fois. 2 fois. Je me rappelle, je me cassais la tête quand tu voyais Gerrard, Lampard au milieu, avec leur club, ils étaient extraordinaires. Tu avais Beckham à droite, tu as eu Michael Owen en pointe, tu as eu Wayne Rooney. Oui, mais ça voudrait dire. Rio Ferdinand derrière. Mais il y a eu des bons joueurs à tous les postes. Ça voudrait dire, selon ta thèse, que on ne pourrait rien y faire, c'est la malédiction. Non, c'est pas ça. Possible. Je te répète ce que j'ai dit. Ça va passer par une prise de conscience des joueurs. Est-ce qu'ils veulent jouer ensemble? Est-ce qu'ils sont plus occupés par ce qui se passe en club? Et ensuite, il faudra un sélectionneur, mais pour faire des choix. Mais quand tu as eu des équipes avec Ferdinand, John Terry, Gerrard, Lampard, Wayne Rooney, Beckham, Michael Owen, pour le peu qu'il a été en équipe d'Angleterre, mais il y a été quand même. C'était incroyable l'équipe qu'il pouvait aligner. Et il n'y arrivait pas. Bon, malgré tout, là, on a trop de bons joueurs au même poste. Exactement comme dans cet Euro, Foden. Il joue pas comme à Manchester City. Oui, parce qu'il faut qu'il fasse un sacrifice par rapport à son club. Et Bellingham, il joue pas exactement comme il joue au Real. Oui, parce que sinon il va marcher sur les pieds de Foden. En fait, c'est une espèce de luxe, d'abondance de luxe qu'ils ne savent pas gérer. Justement, revenons au match de ce soir, parce que et Foden et Bellingham n'ont pas fait une bonne finale, Julien. Il y a aussi des joueurs qui ont les capacités de se sublimer, même s'ils ont un coach moyen. Et ils ne l'ont pas fait. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Après, l'approche de ce soir, elle est encore très défensive. L'approche de ce soir, c'est la première période. On ne joue pas. On leur laisse le ballon. Peut-être on place un contre. Un dédoublement d'un latéral, genre Shaw à gauche ou Walker à droite, comme on l'a vu un tout petit peu en première période. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il leur avait demandé ce soir. Mais ça marche la première période, ça. Mais ça marche, si tu veux, ça marche un petit peu, Fredo, mais finalement. Mais moi, cette équipe-là, je ne veux pas l'avoir. Écoute, à la pause, c'est très simple. Saka, une touche de balle dans la surface espagnole. Kane, une touche de balle dans la surface espagnole. Bellingham, une touche de balle dans la surface espagnole. Et Foden, une touche de balle dans la surface espagnole. En 45 minutes, des joueurs pareils. Et Bukayo Saka, tu le reconnais, le mec d'Arsenal? Tu l'as vu, Saka, entre Arsenal et la sélection? Je parle même pas de Foden, parce que Foden, il n'y a aucune structure. C'est pire que tout. Mais Saka, il a l'habitude de jouer dans un jeu qui justement pourrait ressembler plus à, on va dire, à l'Espagne, exactement comme Foden quand il joue avec Guardiola. Les mecs, ils arrivent en équipe d'Angleterre, ils jouent un autre football. Enfin, ils jouent pas de football surtout. C'est clair. Oui. Non, mais écoute, encore une fois, Bellingham, milieu gauche, dans un milieu à 4. Sincèrement, je t'envoie en prison direct. Pour moi, c'est casse-prison. Sylvain Ripoll, même pas je l'envoie à Guingamp, je l'envoie en prison directement. Tu peux pas mettre Jude Bellingham. Ne le mets pas sur le terrain du tout. Ne mets pas Jude Bellingham côté gauche, collé à la ligne de touche. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Le problème, c'est que dans les premiers matchs, Foden joue à gauche, mais on disait mais avec City, maintenant il joue plus à gauche. Non, mais d'ailleurs, quand Bellingham se recentre et que c'est lui qui fait la remise, d'ailleurs en retrait pour la frappe de Cole Palmer. Exactement. Parce que là, il est passé dans l'axe pour Palmer.
Tout à fait. Non, mais et pareil dans les débats. Regarde, dans les débats, on est bien d'accord. Daniel, on est bien d'accord quand même que le coach a son importance là dans ces choix-là. Tu vois, comme le dit Julien, le coach dans l'idée que quand tu fais ta compo d'équipe, si Ken effectivement n'était pas au niveau, je veux dire, à un moment donné, c'est le moment ou jamais. Moi, je vais te dire un truc, Southgate, c'est dit. Moi, je suis en finale. C'est notre max. Donc maintenant l'exploit. Et donc je fais mes choix comme d'habitude. Je ne veux pas chercher l'indulgence à tout prix. Vous avez probablement raison sur Harry Kane, mais c'est le capitaine depuis des années. Il a toujours été exemplaire. Le mec, il arrive. Quand je parlais d'abondance qui nuit, il y a Watkins, il a mis 19 buts, je crois, en Première Ligue cette année. C'est pas un mec, une grosse star, mais il a fait une grosse saison. Donc il pouvait prétendre éventuellement à dire mais va sortir Kane pour mettre un mec qui a une saison. Mais c'est ça le charisme d'un coach. C'est pas si facile ça. Daniel, ça c'est pas si facile pour mais regarde les débats c'est comme pour faire jouer Bellingham et Foden, c'est pas si évident ça. C'est ça surtout quand tu as un Cole Palmer qui fait en fait cette année, il se révèle avec Chelsea. Donc les gens disent bon mais peut-être qu'il doit jouer. Mais qui tu vas sortir dans les mecs qui sont là depuis longtemps? C'est le débat qu'on a regardé. L'Espagne, Nico Williams, Yamal, c'est des nouveaux. Il y avait personne. Non mais d'accord, mais attends, Barcola. C'est ça l'avantage. Non mais d'accord, mais nous-mêmes, Barcola, le débat qu'on a, c'est fais-le sortir du banc puisqu'il y a quelque chose. Non mais moi, Daniel, je dis que c'est pas si évident. Non, je dis pas que c'est évident. Je dis que si tu le fais de manière conservatrice, tu n'y arrives pas. Ces tournois, il faut que tu tentes des choses. Tu sais bien qu'il y a même des joueurs qui vont peut-être disparaître, qui ont été révélés dans des tournois, qui ont marqué, qui ont disparu derrière. Je pense à Schilacci avec l'Italie à une époque. Quand tu as un Schilacci dans ton équipe, c'est son heure, c'est son moment. Même s'il disparaît derrière, l'entraîneur, il le met, il va pas se poser de questions. Tu as Barcola sur le banc. C'est ton homme, tu le mets. Peut-être qu'il va disparaître, Barcola. Oui, moi, je crois pas. Mais prendre l'exemple de Schilacci, qui en fait, mais Barcola, je te promets, je veux te dire. Non, mais attends, juste pour finir. Badjo était également remplaçant en début de cette Coupe du Monde-là. Ouais, mais juste pour finir, je veux te dire que sur le cas anglais, si il avait le charisme qu'il n'a pas, s'il avait une once de l'entraîneur coup de poker qui se dit moi si je veux battre les Espagnols, moi je veux battre les Espagnols. Non, bien sûr, mais Deschamps, mais je dis que c'est la même chose. Hein. Mais je sais, mais pourtant il a le charisme, il a l'antériorité, il a gagné. Non, d'accord, mais en tout cas c'est les mêmes critiques dans le conservatisme et dans le coaching et dans les critiques que fait Julien. Si je dis pas que c'est simple, je te dis que si ce soir il se dit tiens l'Espagne ça va être chaud, on est moins fort. Kane n'est pas bon, allez, je le tente. Je mets mon Watkins en 9. Mais à quel moment il a joué avec Watkins? Mais non, mais oui, d'accord, mais bon. À quel moment il sait, il a pu bosser? Les mecs qui rentrent, Palmer et Watkins, c'est exactement comme Barcola. En quelques minutes, ils ont montré qu'ils pouvaient faire plus de choses que les autres. À un moment donné, il a eu le temps de les voir, ces joueurs évoluer. C'est quand même étonnant. Donc, moi, je pense quand même que t'as pas forcément les meilleurs coachs, on l'a dit, par rapport au club, mais tu as quand même des coachs et des gars intelligents, de la Fuente en est un exemple, qui te disent faisons la mayonnaise avec un groupe, l'équipe du moment. Tu as des joueurs du tournoi. La blessure de Pedri qui permet à Olmo de rentrer. L'autre, il a son Olmo, il se dit, même si Pedri, ça avait été une petite blessure, il serait peut-être pas rentré, il aurait peut-être laissé Olmo, c'est l'histoire d'un tournoi. Il y a des choix qui sont plus simples à faire parce que les circonstances t'obligent à les faire. Une blessure. D'autres, moi je conçois que sortir Harry Kane, le capitaine de cette équipe, et je conçois que ce soit pas évident du tout. Moi je vais être très intéressé par voir l'évolution de cette Espagne, parce que là, il y a eu vraiment un alignement des planètes depuis le premier match. Tu parlais de Schilacci, tu sais, de joueurs du moment. Là, il y a une équipe du moment. C'était le moment dans un Euro pas bon, l'Espagne, avec sa technique, avec voilà, tout s'est bien passé. Je voudrais voir l'Espagne dans quelques mois. Tu vois, peut-être avec un petit peu moins de chance. On va avoir les mêmes à la Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Oui, bien sûr. Alors, Yamal aura 19 ans. Avec Koubarsi qui sera défenseur central. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Omar Sy, tu penses, à ce moment-là? Là, il va jouer dans 2 ans, oui, parce que là, il va jouer au Barça. Fred, on va te laisser. Tu vas avoir une très bonne base, alors. En tout cas, cette année aura été l'année pour Fred des victoires footballistiques et l'année des bretelles. Il faut le savoir. C'est la nouvelle mode de Fred Hermel. Pour moi, c'est surtout les bretelles, quand même, parce que ça va pas changer. Voilà. Et t'as une ceinture aussi? Non. Ah non, non, ça fait. C'est bon. On sait jamais, je voulais savoir. Je voulais savoir si t'étais Deschamps ou alors de la Fuente. On peut pas se fier, s'il met ceinture à bretelles, on peut pas se fier à un mec qui a pas confiance en son pantalon. Deschamps, il a ceinture et bretelles. Sérieux? Ah oui, dans son jeu. Dans son jeu. Ah oui. Qui porte encore des bretelles à part toi? Moi, c'est tout.
Mais j'adore, c'est très agréable en fait. Je vous conseille parce que ça ne sert pas je ne vois pas l'avantage en fait. L'avantage, c'est que ça ne te serre pas le ventre. Ah, mais parce que tu as du ventre. Non, parce que si on n'a pas de ventre. Parce que j'en ai moins. J'en ai moins. Justement, parce que comme j'ai maigri, j'aurais dû faire un trou en plus à mes ceintures. Donc là, regarde, tu vois. Parce que la bretelle tient le pantalon un peu comme un sac en fait. Ouais. Mais c'est très agréable. On a oublié nos bretelles d'enfance, c'est pour ça. Oui. Très bien. Bon, écoutez, je sais pas s'il existe encore comment on appelle les breteliers? Non, les créateurs de bretelles, les vendeurs de bretelles? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, je préfère les bretelles d'autoroute où il y a des courtes pailles. Écoute, on va rester là-dessus. Sur ce, merci Fred. Ciao. À très vite. Bonnes vacances. Dans un instant, le reste de l'actu. On reparlera un peu de l'Euro. On se projettera sur la prochaine compétition. Et puis, il y a pas mal de stats qui tournent, notamment sur les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Là, on m'envoie ça. C'est assez intéressant. Il y en a mine de rien quand même quelques-uns qui ont fait un bon Euro. C'est vrai. Donc ça casse un peu l'idée reçue. Là-dessus, on y revient dans quelques instants. Plus l'actu droit télé, plus l'actu mercato marseillaise et lyonnaise importante aujourd'hui. À tout de suite dans l'after.